Le faux moi, ouverture des guillemets, fais de ta pensée un empire. Richard Francis Burton. Ouverture des guillemets, le monde, dans tous ses détails, depuis le mouvement mécanique de ce que nous appelons atomes de matière, jusqu'au libre mouvement de la pensée dans l'ego humain et l'auto-révélation du Great I Am. Chaque atome de l'énergie divine, si bas soit-il, sur l'échelle de l'existence, est un ego. Mais il y a des degrés dans l'expression de l'égoïté, entre parenthèses, egohood. Tout au long de l'entière gamme de l'être, court la note graduellement montante de l'égoïté, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection de l'homme. C'est pourquoi le Coran déclare l'ego ultime être, ouverture des guillemets, plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire. Maulana Mohammed Iqbal. Comprenons-nous bien, on ne peut jamais refaire exactement l'expérience de quelqu'un d'autre. À cause de nombreux conflits et incompréhensions, on demeure toujours à l'extérieur de l'autre. Mais la source principale de l'intelligence humaine est le développement de neurones miroirs qui nous donnent la capacité de nous mettre à la place de l'autre et d'imaginer son expérience. En le côtoyant en permanence et en essayant de penser à travers lui, on améliore la perception de son point de vue au prix d'un certain effort, il est vrai. Notre tendance naturelle est de projeter sur l'autre notre propre système de croyances et de valeurs sans toujours nous en rendre compte. Quand il s'agit d'étudier une autre culture, c'est seulement grâce à notre pouvoir d'empathie et en participant à sa vie que l'on peut dépasser ses projections naturelles et toucher du doigt son expérience. Pour cela, nous devons surmonter notre peur de l'autre et notre manque de familiarité avec ses façons de faire. Nous devons pénétrer ses systèmes de croyances et valeurs, ses mythes fondateurs et sa façon de voir le monde. Progressivement, la loupe déformante à travers laquelle nous le regardions au début commence à s'aplanir. En nous enfonçant peu à peu dans son altérité, en sentant ce qu'il ressent, nous pouvons découvrir ce qui le rend différent et apprendre à mieux connaître la nature humaine. Cela est vrai des cultures, des individus et même des écrivains. Nietzsche a en effet écrit, ouverture des guillemets, dès que vous vous sentez contre moi, vous ne pouvez comprendre mon état, ni par conséquent mes arguments. Il faut que vous soyez victime de la même passion. Le contraire de la maîtrise consiste à nier son existence ou son importance, et donc la nécessité de déployer des efforts en son sens. Mais ce chemin ne peut conduire qu'à l'impuissance et à la déception. Il fait de nous les esclaves de ce que nous appellerons le faux moi. Le faux moi est l'accumulation des avis reçus de l'extérieur. Par exemple, des parents et amis qui nous veulent conformes à l'idée qu'ils ont de nous et de ce que nous voulons devenir. Par exemple aussi, les pressions de la société pour adhérer à certaines valeurs par lesquelles il est facile de se laisser séduire. Par exemple, enfin, la voix de notre propre ego qui s'efforce en permanence de nous épargner des vérités peu flatteuses. Le faux moi s'exprime en mots clairs, et en ce qui concerne la maîtrise, il affirme, ouverture des guillemets, la maîtrise est réservée aux génies, à ceux dotés de talents exceptionnels, à des accidents de la nature. Quant à moi, je ne suis pas né comme ça. Il peut aussi dire, ouverture de guillemets, la maîtrise est quelque chose de vil et d'immoral. Elle est pour les ambitieux et les égoïstes. Mieux vaut accepter mon sort dans la vie et travailler à aider les autres plutôt qu'à m'enrichir moi-même. Ou peut-être, ouverture des guillemets, le succès n'est qu'affaire de chance. Ceux qui s'affirment maîtres ont simplement été au bon endroit au bon moment. Je pourrais être à leur place si la chance m'avait souri. Ou enfin, ouverture des guillemets, pourquoi se tuer au travail? Autant profiter de la vie, car elle est courte, et se débrouiller pour m'en sortir, vaille que vaille. Le faux self, ce faux moi, en fait, est une entité qui nous permet de nous adapter à la vie en société. Tout le monde a un faux self adapté à ses besoins et plus ou moins contraignant. Voici comment il se met en place. Lorsque le bébé vient au monde, il n'a pas conscience de son individualité. Il croit être un morceau de sa mère. Peu à peu, il va défusionner et prendre conscience d'être une entité distincte. On appelle cela la conscience du soi. Puis, en intégrant les messages identitaires que son entourage lui adresse, l'enfant développe l'image de soi. Si les messages sont positifs,
l'enfant acquiert une bonne estime de lui. Dans le cas contraire, l'estime de soi restera faible. En quelques années, à travers ce cheminement de la conscience de soi à l'estime de soi, l'enfant construit son identité, c'est-à-dire qu'il sait à la fois se sentir soi, singulier et unique, mais aussi pareil aux autres et intégré au groupe. Le bébé a besoin d'être entendu, compris et respecté. Si l'entourage parental a su lui montrer respect et tolérance, si des mots sont venus expliquer ses sensations, ses émotions et ses sentiments, l'enfant peut rester très proche de son vrai moi. L'image qu'il se fait de lui-même correspond à ce qu'il est. Ses réactions sont adaptées et il peut avoir la certitude que les sentiments et désirs éprouvés lui appartiennent. Dans ce cas, son faux self n'est qu'un vernis de politesse permettant la vie en société. Une attitude sociale polie, de bonne manière, une certaine réserve et la capacité à accorder aux autres le respect et la bienveillance reçus dans l'enfance. L'enfant garde toute sa personnalité et surtout le pouvoir de s'écouter et de se respecter. Mais l'entourage parental et éducatif, ayant ses propres difficultés, n'offre pas souvent à l'enfant ce tableau idéal de respect et de disponibilité. La remise en cause ou la différence est un phénomène mal connu et incompris, et qui dépasse les capacités intellectuelles de beaucoup d'adultes. L'entourage se montre anxieux, indisponible. Les parents comprennent mal les besoins de l'enfant, ne savent pas répondre à ses interrogations et lui demandent trop d'adaptation à ce monde qui ne lui correspond pas. Alors, l'enfant différent va progressivement étouffer son vrai moi et s'appliquer à ne répondre qu'aux attentes extérieures. Le faux self qu'il se construit lui permet de s'adapter à cet environnement contraignant, mais asphyxie sa vraie personnalité. Pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne ce faux self, voici un exemple. Supposons que je vous ai invité à dîner. Le repas est fini. Il est tard et je commence à être fatigué. Si mon faux self n'est qu'un vernis de politesse et que je reste connecté à mon vrai moi, c'est-à-dire à mon besoin de me reposer, je m'autoriserai à vous mettre dehors avec tout le tact nécessaire. Ouverture des guillemets. Nous avons passé une excellente soirée. Je suis ravie de vous avoir eu à dîner. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reverrai prochainement, mais comme je travaille tôt demain et que je suis fatiguée, j'aimerais maintenant aller me coucher. Vous comprendrez sans vous vexer et nous clôturerons agréablement cette soirée. Si mon faux self est plus contraignant, je n'oserai rien dire, mais je bâillerai avec suffisamment d'éloquence pour que vous puissiez capter par vous-même le message, ouverture des guillemets, je suis fatigué, en espérant que vous auriez la politesse d'en tenir compte. Mais si mon faux self est celui d'un incompris ou différent, je vais considérer ma fatigue comme une incongruité et je vais l'occulter. Vous êtes mon invité. À ce titre, je me dois de vous faire passer une excellente soirée. Jusqu'à l'aube, si tel est votre bon désir. Votre heure de départ sera la mienne. Le faux self des incompris mentaux est comme un salon d'accueil VIP ouvert à tous. Sa fonction est de prendre en compte les besoins, les envies et les avis de tous vos interlocuteurs et de leur rendre votre compagnie discrète et agréable. Votre vrai moi, il est bâillonné dans un tout petit cachot, au fond d'un long tunnel d'angoisse. 3 portes blindées ferment l'accès de ce cachot. La peur d'être rejeté et abandonné, la tristesse d'être seul et incompris, la colère de ne pouvoir être soi. Le faux self explique ces fameux décrochages en soirée. L'incompris mental n'oublie pas que petit, lorsqu'il essayait d'être lui-même, il créait des réactions de rejet. Il lui arrive encore, quand il cessait à un trait d'humeur, que sa plaisanterie ne soit pas captée et qu'elle provoque un moment de gêne. Alors le vrai soi doit rester sous contrôle du faux self. Dans les soirées amicales, tout va bien, jusqu'au moment où ce décrochage intérieur se produit. Que s'est-il passé? Soit le faux self a failli relâcher sa vigilance et vient de la renforcer, soit du fond de son cachot, le vrai moi s'ennuie. Il sent peut-être brusquement le décalage entre ce qu'il est, ce à quoi il aspire, et les centres d'intérêt des autres convives. Avec le temps, le faux self de l'incompris mental va prendre toute la place et peut même devenir brillant. C'est lui qui recevra les encouragements, l'admiration et l'amour.
Alors le vrai moi, depuis son cachot, se sentira de plus en plus seul, de plus en plus vide, de plus en plus malheureux. Lorsqu'on ne se donne plus le droit d'être soi-même, par peur d'être rejeté, jalousé et incompris, quelles que soient ses réussites, on ressent un sentiment terrible de vide et d'imposture. On a l'impression de ne pas trouver sa place, d'être pris pour ce que l'on n'est pas, et c'est bien le cas. Alors, tout en ayant une grande peur de perdre l'amour des autres, il est impossible de le recevoir. Le prix à payer de ce faux self, en béton armé, est le perfectionnisme, le déni de ses sentiments, des pulsions agressives hors contexte, des relations humaines empreintes de honte, de culpabilité, d'anxiété et de forte dépression. Comme vous devez à présent le savoir, ces avis sont pervers. La maîtrise n'est pas une question de gêne ni de chance, mais le résultat que vous obtenez quand vous suivez vos inclinations naturelles et les désirs profonds de votre subconscient. Chacun a des penchants qui lui sont propres. Ces désirs qui naissent dans votre cœur ne seront pas motivés par l'égoïsme ni par une chimérique ambition. Ces derniers sont des obstacles affectifs qui barrent le chemin de la maîtrise. La maîtrise est l'expression profonde de quelque chose de naturel qui a fait de vous, à la naissance, un être unique. En suivant vos inclinations et en vous rapprochant de la maîtrise, vous apportez une contribution décisive à la société. Vous l'enrichissez par vos découvertes et vos intuitions, et vous exprimez au mieux la diversité de la nature et de l'humanité. L'égoïsme, c'est se retirer dans son fromage de Hollande et se limiter à des ambitions médiocres et des plaisirs immédiats. Le fait de se couper de ses inclinations ne peut conduire, à terme, qu'à la souffrance, à la déception et au sentiment de gâcher quelque chose d'unique. Cette souffrance fera de vous un aigri et un envieux, et vous n'en identifierez jamais la source. Le vrai soi ne se répand pas en mots et phrases banales. C'est une voix qui sort du subconscient, de quelque chose de profondément gravé en vous. Elle émane de votre spécificité et fait sentir sa présence par des sensations et des désirs puissants qui semblent vous transcender. Jamais vous ne saurez vraiment ce qui vous attire dans certaines activités et formes de connaissances. Cela ne peut être ni expliqué, ni verbalisé. Cela fait partie de votre être. En suivant l'appel de cette voix, vous réalisez votre potentiel et satisfaites vos aspirations les plus profondes à exprimer votre créativité et votre spécificité. Elle existe dans un but précis et l'œuvre de votre vie consiste à la faire fructifier. Votre vrai moi redeviendra sain lorsque vous aurez la certitude que les sentiments et les désirs que vous éprouvez vous appartiennent en propre. Pour guérir de cette dépression latente, en suivant l'appel de cette voix, vous réalisez votre potentiel et satisfaites vos aspirations les plus profondes à exprimer votre créativité et votre spécificité. Elle existe dans un but précis et l'œuvre de votre vie consiste à la faire fructifier. Votre vrai moi redeviendra sain lorsque vous aurez la certitude que les sentiments et les désirs que vous éprouvez vous appartiennent en propre. Pour guérir de cette dépression latente, il faut libérer les sentiments interdits et refoulés et retrouver sa spontanéité. C'est de cette écoute de soi que l'être humain tire sa force intérieure et le respect de lui-même. Vous avez le droit d'être triste, désespéré ou avoir besoin d'aide sans craindre de déranger quelqu'un. C'est normal d'avoir peur quand on est menacé, de se fâcher devant le manque de respect, d'être triste quand on est incompris. Peu à peu, vous saurez à nouveau ce que vous ne voulez pas, puis ce que vous voulez. Ensuite, vous vous autoriserez à l'exprimer sans crainte d'être rejeté. Seul l'enfant a besoin d'un amour inconditionnel pour se construire. L'adulte peut s'en passer. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde pour rester en vie. On échappe à la dépression quand le sentiment de sa propre valeur s'enracine dans l'authenticité des sentiments que l'on éprouve et non dans la possession de telle ou telle qualité. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Contentez-vous d'être vous-même. Ce jour-là, ce que j'appelle votre ouverture des guillemets, vide identitaire sera comblé. Ouverture des guillemets. Nous avons bonne opinion de nous-mêmes, mais pas au point de nous croire capables de faire même l'ébauche d'une étoile de Raphaël ou une scène comparable à celle d'un drame de Shakespeare. Nous nous persuadions que pareille faculté résulte d'un prodige vraiment au-dessus de la moyenne d'un brassard extrêmement rare, ou, si nous avons encore des sentiments religieux, d'une grâce d'en haut.
C'est donc notre vanité, notre amour-propre qui nous pousse au culte de génie, car il nous faut l'imaginer très loin de nous, un vrai miracle, pour qu'il ne nous blesse pas. Mais, si l'on reste sourd à ces insinuations de notre vanité, l'activité du génie n'est pas foncièrement différente de celle de l'inventeur mécanicien, du savant astronome ou historien, du grand stratège. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des âmes dont la pensée s'exerce dans une seule direction, à qui toutes choses servent de matière, qui observent toujours avec la même diligence leur vie intérieure et celle des autres, qui voient partout des modèles et des incitations, et qui enfin ne se lassent pas de combiner les moyens à leur disposition. Le génie ne fait qu'apprendre d'abord à poser des pierres, puis à bâtir, que chercher toujours des matériaux et toujours les travailler. Toute activité de l'homme est une merveille de complication, pas seulement celle du génie. Et aucune n'est un miracle. Friedrich Nietzsche.